savoir. Désormais, le rendez-vous est unique. Ces sanctuaires du savoir vous offrent l'opportunité de mieux vous vendre, vulgariser vos activités et initiatives importantes, mais aussi innovantes, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles. Émission Temple du Savoir ku Congo Central ku Yangiri ku Ndiri. Kondimiango. Si yapata manema tunatukuficha. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle production de votre émission Temple du Savoir des Séjours. Alors, nous sommes contents de vous retrouver encore, tout ça vous sachant un peu partout devant vos postes téléviseurs et à travers nos différentes plateformes numériques en train de nous suivre à cet instant à travers le monde. Alors nous avions le plaisir pour aujourd'hui d'échanger encore une fois avec vous sur une thématique qui reste d'actualité en République démocratique du Congo, et ça sera un sujet qui sera débattu sur ces plateaux avec notre invité des séjours. Laissez-moi vous dire encore une fois merci de nous rejoindre sur Centrale Télévision, et nous saluons de loin notre confrère Fulgence Milayi qui nous a donné l'opportunité de pouvoir intervenir ce matin. Je pense que vous nous avez suivis sur Ecofin Télévision dans le cadre de l'émission La Matinale de l'Écho. Nous avions parlé de médias en République démocratique du Congo. Alors courage à vous, chers confrères, pour la qualité du travail que vous êtes en train de faire au sein de cette chaîne ensemble avec notre consoeur Jocelyne. Alors nous allons prendre cette transition, mesdames et messieurs, question de pouvoir s'apprêter avec notre invité que vous allez découvrir tout à l'heure et vous présenter la thématique de ces jours. Temple du savoir. Temple du savoir. Temple du savoir. Réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo, volonté populaire ou calcul politique, c'est la thématique de ces jours. Et nous avons sur ces plateaux Monsieur Yannick Nseki qui est retourné au Temple du Savoir après son passage quelques temps passés. Monsieur Yannick, bienvenue aujourd'hui encore une fois dans notre émission. Vraiment merci beaucoup et je suis très flatté. L'accueil reste toujours chaleureux. C'est devenu désormais une coutume. Oui, ça, oui. c'est déjà la deuxième fois. Je pense qu'il y en aura troisième, quatrième, Exactement. pourquoi pas jusqu'à l'infini. Voilà, nous allons parler avec vous sur la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. D'aucuns s'opposent. La question de savoir, est-ce une volonté populaire ou un calcul politique? Mais d'entrée de jeu, fixer à l'opinion publique votre posture par rapport à cette problématique. Bon, vous m'avez invité dans votre affiche. Vous pouvez bien vous remettre encore sur cette fiche-là et regarder. Vous m'avez invité en tant que chercheur. Exactement, oui. Donc, je suis venu ici comme chercheur, un scientifique. Oui. Et mon domaine de spécialisation, c'est la science politique. Et ces faits qui est lié au changement, modification, révision, ne peut pas nous passer inaperçu, surtout que c'est nous qui sommes les pères biologiques qui donnons forme et organisation à l'État en lui dotant des règles qu'il faut afin d'organiser mieux la société. Et parmi les règles que les politologues participent aussi dans le cadre de l'élaboration, il y a notamment la Constitution. Alors il est presque normal qu'un politologue de mon rang puisse débarquer dans ces plateaux et pouvoir en parler. Donc je suis ici comme chercheur, politologue et comme spécialisation sciences politiques, et c'est normal que j'en parle. De façon directe, je vous pose la question de savoir, êtes-vous pour ou contre le changement ou la modification de la Constitution? Je serai un peu philosophique, je peux être pour et contre pour, et tout comme je peux agir comme la troisième voie. Je pense nous sommes déjà en pleine émission. La question qui nous est posée, est-ce une volonté populaire, un calcul ou politique? Un calcul politique. Je pense que la réponse se trouve déjà dans la Constitution, à son article
218. Mais avant d'en arriver là, je préfère d'abord fixer l'opinion, puisque je suis chercheur, je suis scientifique, que les gens comprennent que ce n'est qu'un jeu de mots. Parce que tantôt on parle de la modification, tantôt on parle du changement, oui, tantôt on parle de la révision. Chers amis, chers téléspectateurs, chers coqs scientifiques académiques, quinois et RDCiens, pour apprêter l'expression du professeur Mafeli, c'est que vous devez savoir qu'il s'agisse de la modification ou du changement, on dit la même chose. C'est vrai ça. Donc, vous pouvez déjà aller sur Google, dans vos plateformes d'intelligence artificielle, ChatGPT, autres que nous avons aujourd'hui tendance à utiliser. Vous allez comprendre que changement et modifier égale modification, c'est vrai, et vice-versa. Et la révision, ouais, c'est une correction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais on regarde de par sa mouture, il y a lieu qu'on puisse corriger certaines dispositions et laisser d'autres. Puisque nous parlons de la Constitution et laisser d'autres, là on parlera de la révision. Alors, puisque la question m'a été posée de savoir s'il s'agit de la volonté populaire ou un calcul politique. Ou des calculs politiques. Et tout juriste qui se respecte, je ne le suis pas bien sûr, doit s'appuyer sur ce qui est écrit pour pouvoir dégager l'argumentaire. Et ici, j'ai ma constitution parce qu'il s'agit de ça. Et vous allez comprendre que vous aurez votre réponse. Et si nous allons au titre 6 de la révision constitutionnelle, qui concerne la révision constitutionnelle, article 218, qui a été bien évidemment modifié, on dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent si on veut réviser la Constitution. Concurremment entre qui et qui? Entre le président de la République, au gouvernement après délibération au Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, c'est-à-dire il y a 500 représentants, de l'Assemblée nationale, et à une fraction, c'est-à-dire une partie du peuple congolais, à l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Donc, il y a déjà combien de catégories de gens qui interviennent? Il y en a 4. Alors, chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue à chaque chambre au bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition. Là, on répète, la population qui vient soumettre les 1000 personnes et les 100 000 personnes pour la pétition et vont soumettre la pétition et c'est aux deux chambres de passer à l'appréciation. On en a parlé au premier, je dirais au 4e alinéa. Maintenant, on la reprend ici, ça fait déjà 2. Et on dit encore, la révision n'est définitive que si le projet de la proposition ou de la pétition, on parle encore de la pétition, troisième fois ça revient, est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. Vous voyez la concurrence. C'est-à-dire, en troisième position, on cite encore la pétition, mais on dit, ça va passer par référendum, mais approuvé par le président de la République. Non, on dit ceci. La proposition de la pétition est approuvée par référendum. Exactement. C'est le référendum qui approuve, mais la convocation de ces référendums s'est faite par le président de la République. C'est ça la matière concrète. Mais avant de parler de référendum, nous sommes partis de la pétition. Est-ce qu'aujourd'hui on peut en parler? Parce que ça revient à la population de l'initié. C'est pourquoi vous pouvez terminer. Comme ça, vous pouvez ouvrir votre champ. Alors, toutefois, les projets, la proposition ou la pétition revient encore à 4e position, n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres composants. Voyez-vous? Donc, vous m'avez posé la question de savoir, est-ce un calcul politique ou une volonté populaire? La réponse est claire, c'est une volonté populaire, le changement. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à lire et relire cette disposition, article 218, vous verrez qu'au-delà de la concurrence qu'il y a entre les chefs de l'État, les assemblées et l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire le Parlement, le président de la République en tant qu'institution,
et la population, dans la fréquence, vous voyez que la pétition revient à plusieurs fois. Mais la pétition est initiée par la population, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comment parlez-vous de cette volonté populaire? Voilà, alors je réponds à ces deux questions. Je dois réagir pour dire la population demeure le socle de tout pouvoir parce que Exact. c'est le souverain primaire. Oui. C'est la population qui incarne le vrai pouvoir Oui. que tous ces mondes que nous avons cités, qui sont en concurrence avec la population, sont bénéficiaires notamment de sa légitimité. Donc, c'est déjà une volonté populaire de départ. Alors, la question que vous avez posée tout à l'heure, pour me ressaisir, vous avez dit quoi? Il n'y a pas de pétition, mais comment vous justifiez le fait de dire que c'est une volonté populaire, alors que cette population n'a rien dit jusqu'à présent, n'a même pas initié une pétition pour soumettre au Sénat ou à l'Assemblée nationale? Vous avez raison de ce que vous avez observé, mais vous et moi, nous avons suivi le chef de l'État quand il était à Lubumbashi. Le jour où il a prononcé le discours, qui peut m'empêcher? Si vous vous rappelez de ces fameux discours, il est allé vanter les actions de Jacques Kabou, là-bas, Oui. et à la limite, il a dit quelque chose qui a interpellé tout le monde. Mais qu'est-ce que le chef de l'État fait? Ça a énervé même Ça a énervé certaines oui. personnes. Oui, oui. On ne va pas citer des noms déjà ici pour faire la publicité, mais nous rappelons les faits. Oui. Et le chef de l'État, avec son équipe, je pense, c'est ce que je suis en train de voir, ils sont rentrés, ils ont réfléchi, est-ce que notre démarche a été bonne ou elle a été mauvaise? Donc, en réalité, la démarche n'était pas bonne. Et tout récemment, dans son conférence de presse qui a été convoquée et qui a créé polémique entre Gaulois et Wario, Sur différents points sur d'ailleurs. différents points d'ailleurs, Exact. et le chef de l'État s'est rétracté, ça c'est moi qui l'ai dit, en disant que si vous parlez du premier mandat et que cela venait de la population, je pense... Son troisième mandat. Je peux m'y Je peux pencher, adhérer. je peux Oui. adhérer et je peux aller. Oui. C'est-à-dire une façon de reconnaître que Le pouvoir du peuple. le pouvoir émane d'abord De du la peuple. population, oui, oui. Donc la base, c'est la population. Et c'est à la population qu'on doit s'appuyer constitutionnellement parlant. Et l'article 218 en prouve à suffisance. Donc dans la fréquence, vous voyez que c'est la population qui a presque le monopole du comment les choses doivent être déclenchées. Alors, Mais n'est-ce pas que c'est cette population qui devrait se prononcer en premier lieu, Oui. en lieu place, que le politicien cherche maintenant à aller consulter la population pour la poser une question de savoir... je sais là où vous êtes en voulez ou train, pas. je sais là où vous êtes en train Parce que d'aller. quand cette population veut de quelque chose, elle peut se prononcer pour dire au regard de tout ce que nous avions connu dans ces pays, au regard de cette gestion, nous pensions qu'il serait important pour le bien-être de tous, à ces régimes de pouvoir, continuer ce qu'elle a commencé. Cette population n'était pas, ou en fait n'a encore rien dit, c'est pas rendu vers le politique, mais ce sont par contre le politique qui cherche à venir consulter la population. N'est-ce pas qu'il y a quelque chose qui se cache là? Mais c'est pourquoi je vous disais tantôt que le chef de l'État, dans son discours à Lubumbashi, était parti vite en besogne. Ok. Mais comme Il s'est ressaisi. démocrate, il est du progrès social, c'est-à-dire de l'IDPS, il prône la démocratie, il prône la social-démocratie. Il a compris que non, cette histoire risque de diviser le peuple. Et pourtant, nous, en termes de valeurs, nous prenons la solidarité. Oui. Nous prenons la justice. Donc, il y a lieu que je puisse faire un peu profil bas, rentrer un peu en arrière, et cette fois-là, faire des choses comme ça doit se faire. Maintenant, votre question trouve déjà sa réponse maintenant. Là. Quand le chef de l'État dit, j'attends que cette population, et si jamais cette population se prononce que moi, Félix, puisse briguer un troisième mandat, mais je suis partant. Mais tout se fera par référendum, c'est-à-dire la population va adresser sa pétition, comme vous l'avez vu ici. On réunit les 100 000 signatures, ça passe par le voie que vous avez suivi ici dans l'article 218. On valide la procédure et le président de la République convoque le référendum. Comment se justifie les moments choisis pour relever cette question? Le président a eu un premier mandat, il n'a pas fait allusion à ça, et c'est juste à son deuxième et le second qu'il soulève maintenant cette problématique. Est-ce que le moment est bien choisi selon vous? Non, ce n'est pas le chef de l'État qui a choisi le moment. Et Parlons même du régime actuel. régime, non. Moi, je vois la population. Et quand il y a eu, je dirais, messe footballistique ici devant les palais du peuple, où on a reçu
les léopards qui se sont donné les luxe de nous donner le prestige qu'on a toujours attendu après 50 ans. La qualification à la Coupe du Monde. Et reconnaissez-vous que Kinshasa, comme juridiction, c'est une juridiction des opposants. Mais la foule qui était là a entonné pour dire Topesi au troisième mandat. Et Topesi beaucoup au disent troisième qu'ils mandat. étaient juste des militants Mais des partis politiques, des unions sacrées. Bon, les politiciens, comme ils aiment quand même Parce que placer c'est quelque difficile chose, même d'identifier nous verrons Presse Epenge pour parler des calculs politiques, si ce changement-là est un calcul politique. Pour il sera avec nous sur ces plateaux dès son retour de l'Europe. Presse Epenge, il parle des calculs politiques, c'est qu'on est en train de manipuler la population pour frayer les chemins à Tshisekedi enfin de faire de briguer un troisième mandat. Ça fait partie des calculs politiques. Ça, c'est Presse Epenge. Je suis en train de répéter Presse Epenge. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je vous parle ici en tant que chercheur, en tant que scientifique. Oui. Moi, je vous ai dit, l'initiative vient de la population et les choses étaient mal parties. Le président de la République avec son équipe se sont ressaisis et maintenant, il sollicite la voix du peuple. Si un jour, on se lève un matin, même si ça serait demain, ça sera après-demain, ça sera après 3 mois, après une année, la population se lève et réunit les conditions telles que... Si jamais elle le faisait. Si ça se faisait et que la procédure est respectée, parce que... Si cette population ne faisait pas cela, n'introduisait pas une pétition... Mais le chef de l'État a dit que la volonté de la population soit faite. C'est que si la population ne fait pas, il ne fera pas le troisième mandat. Il a été clair. Mais si la population dit, nous voulons un troisième mandat pour vous, il a dit, j'ai encore de l'énergie, j'ai encore de la force, je peux encore aller au troisième mandat. Donc, il y a lieu de croire à la volonté politique, selon ce que l'article 218 nous dit, et il y a aussi lieu de croire au calcul politique, selon ce que les politiciens disent. Donc, l'initiative... Denis Sessanga a dit qu'on est en train de manipuler, il a fait un très bon discours, j'ai aimé, on sent vraiment qu'on a affaire à un intello plutôt de haut rang. Mais dans ces dires, il y a quand même des bordilles. On sait comprendre qu'il est frustré, il ne veut pas... Frustré? Oui. Il ne défend pas la bonne cause? Bonne cause, oui, mais... Vous souvenez-vous que son parti a été avec le président Félix Tshisekedi lorsque on a commencé avec le gouvernement Ilokamba. Il a été là. Après, il est parti. Depuis qu'il est parti, on ne connaît pas pourquoi il est parti. Encore qu'il doit nous dire pourquoi il est parti. Et tout ce qu'il réclame aujourd'hui, ils l'ont fait ensemble quand ils étaient dans l'opposition avec le président Félix Tshisekedi. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi les chemins ne peuvent pas se croiser, on doit toujours se séparer quelque part. À un certain moment, il est intelligent, il est d'une intelligence hors norme. Là où ça ne marche pas, lui au moins, à ce que moi je pense, il peut venir s'associer avec le régime en place et donner cette fois-là des nouvelles perspectives pour voir comment est-ce que l'État doit décoller. On ne peut pas toujours se mettre à critiquer, à faire traîner les choses, on stagne et puis on n'avance pas. Mais pourtant, on a des intelligences qui peuvent toucher quelque part. Et lui, il avait donné un projet de société lors des campagnes électorales, parce qu'il était candidat président de la République. Il a parlé de la refondation de l'État. Donc on doit refonder l'État. Mais refonder veut dire quoi? C'est-à-dire, il y avait une fondation, mais on sent que la fondation va bientôt s'écrouler. Qu'est-ce qu'on fait? On met une fondation de nouveau, donc on refonde. Par la refondation, il y a lieu aussi de réformer la Constitution. Réformer, on a déjà quelque chose, mais on dit oui, c'est bien, mais il y a lieu de faire quoi? De réformer, c'est-à-dire de faire une nouvelle réforme. C'est pourquoi vous avez parlé de la réforme constitutionnelle. Est-ce cela serait une volonté politique d'une part, ou d'autre part un calcul politique? Nous sommes dans la volonté politique et point barre. Quand il s'agit de calculs politiques, que toutes ces intelligences-là s'invitent pour donner leurs propositions. Mais les opposants ont depuis toujours sollicité un dialogue, c'est ce qui ne se fait pas. Comment réunir alors ces différentes têtes? Mais papa, vous avez suivi les apparemment vous ignorez même leurs revendications. Non, on ignore rien. Le président de la République, il l'a dit tout récemment ici. Il a dit le jour où il a été investi en 2019, si je m'abuse, il a dit, je tends la main à l'opposition. Il a même cité pas mal de têtes. Bien sûr que oui, mais de l'opposition. actuellement, n'est-ce pas? Et ces gens-là étaient venus. Entre autres, Moïse Kayo Toumbi avait rejoint
le gouvernement de l'époque. Oui, oui. Il a eu quand même quelques ministères, si je m'abuse. Et puis après, ils se sont dit non, on n'est pas content, nous ne devons pas partir. Pourquoi venir travailler ensemble et quelques mois après ou quelques années après, ou je ne sais pas moi comment, parce que je ne sais pas, il y a encore établi le timing, ils sont partis et ils sont allés dire ce que Tshisekedi fait, nous ne sommes pas contents. Mais avant d'aller, avant de souscrire à la démarche, parce que certainement ils se sont consultés, ils se sont dit des choses que nous on ne connaissait pas. C'est pourquoi ces choses-là ont donné l'accès à ces différents partis politiques d'adhérer à la vision du chef de l'État et se faire membre du gouvernement. Mais ils ont claqué la porte, ils sont partis. Malgré ça, jusqu'à aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi continue toujours à attendre ça. Ça me Vous êtes sûr alors qu'on réclame je le suis sûr dialogue parce qui que ne vient vous avez toujours les pas. images de son point de presse. Mais il qu'est-ce avait qui dit, bloque alors la tenue de ces dialogues? D'autant plus que il a le président est dit, favorable il a dit, de collaborer avec ses frères. j'aimerais bien le dialogue, mais à une seule condition, que vous puissiez me dire à quel niveau ce dialogue va résoudre les problèmes que nous avons à l'Est. Si on s'est réunis aujourd'hui, toutes les composantes... Mais c'est pas dans ces dialogues qu'ils vont se dire maintenant des histoires aussi à ne pas mettre à la place publique. Réaliser l'histoire politique du Congo. Il y a eu des on change de termes tout simplement. Conclave de ceci. Il y a eu dialogue de ceci. Il y a eu forum de ceci. Il y a eu Conseil national souverain. Il y a l'histoire politique du Congo. Nous avons des téléphones aujourd'hui. Il suffit de taper. On va vous demander tout simplement les dialogues que nous avons connus depuis que nous sommes indépendants. Donc parlons seulement de 1960 jusqu'à nos jours. Épargnons-nous ou épargnons les téléspectateurs de ce que Bismarck a fait là-bas aux tables rondes. Prenons seulement ce que nous avons fait ici. Tout ce que nous avons fait là, les dialogues que nous avons y à organiser, ont apporté quoi? Rien du tout. Il est temps de ne plus plairer. Le temps est maintenant à la phase de la responsabilité. Nous devons nous assumer en tant que l'État et faire face au monde extérieur. Mais vous parlez de troisième mandat. Est-ce que refonder l'État ou changer ou modifier la Constitution renvoie directement à un mandat de plus? Non, le président de la République a été clair. Moi, je ne peux pas déroger. Apparemment, vous voyez que cet aspect, quand vous cherchez à toucher la Constitution... Bon, vous savez que l'UDPS, quand il est venu au pouvoir, le président Félix, rappelez-vous, son père, le patriarche, les sphinx de Limité, Étienne Tshisekedi l'avait dit, une fois au pouvoir, nous allons changer cette constitution. J'ai suivi le professeur Kalouba qui parle d'un professeur dont j'oublie le nom. En 2005, avant que nous puissions aller au référendum, lui, il avait déjà démontré que cette constitution ne cadrait pas avec nos réalités socio-politiques. D'où il faut interroger notre culture anthropologique. Vous voyez, nous sommes Congolais. Vous voyez, et le prof Kalouba dit, vous mettez seulement à vanter les autres auteurs. Montesquieu a dit la séparation du pouvoir. Vous voulez croire que si c'est comme si c'est Montesquieu qui était le premier à le dire. Et pourtant, chez les Bakongo, il y a les Makuku Matatu, c'est-à-dire 3 districts. Les Lukaya, nous avons Katarat et puis nous avons Baflev. Et dans ce peuple-là, chaque district a une spécificité en termes de la gestion de l'État. Il y a certains qui sont mûrs en termes de gestion d'argent. Par exemple, les Bayombe. Quand vous allez dans les Baflev, ils savent faire les commerces, ils savent épargner, ils savent vraiment la stabilité en termes de vie. Chez les Bayombe, vous allez trouver. Mais quand vous venez par exemple dans les Baflev, ils ont encore une autre spécificité. C'est-à-dire, chaque communauté, au départ, la province, a une qualité qui peut mettre en contribution. Mais cela a déjà été créé par des limites des Makuku Matatu. Oh, les Makuku Matatu, c'est ça la séparation du pouvoir d'après Montesquieu. Mais cette histoire des Makuku Matatu date des 1000, je ne sais pas moi quoi. Et avec Montesquieu, c'est venu à... Alors, qui a copié qui? Ça, c'est la première des choses. La même constitution que nous avons ici. Quand vous allez au niveau de l'exposé des motifs, nulle part on nous démontre où est-ce que nous sommes partis pour être la RDC d'aujourd'hui. L'exposé des motifs ou préambule ici doit devoir dégager comment la RDC, de par ses origines, a construit sa société étatique que nous appelons aujourd'hui État congolais. Tout cela doit être défini
dans ce que nous appelons la Constitution. Aujourd'hui, il y a lieu également de modifier, si vous voulez, changer cette Constitution, parce que quand vous prenez les assemblées provinciales, tout ce que les assemblées provinciales demandent en termes de budget pour que ces assemblées fonctionnent, on a 26 assemblées provinciales. Et chaque assemblée provinciale a un nombre important de députés provinciaux. Et ces députés provinciaux doivent élire indirectement le gouverneur, parce que nous donnons mandat en tant que population et à leur tour, ils vont élire. Mais pour élire le gouverneur doit mettre les paquets pour acheter des voix. Il suffit d'avoir 4 députés provinciaux, 5, vous passez directement comme député, sénateur. Parce qu'on a élu les députés provinciaux, oui, et à leur tour, ils vont élire les sénateurs. Oui. Vous voyez, et le même député là vont également élire le gouverneur. Oui, le gouverneur doit mettre les paquets. Donc, au lieu de commencer d'abord par penser développement, dit professeur Kalouba, parce qu'aujourd'hui, je ne citerai pas des Blancs. Je vais parler que des Congolais, parce que beaucoup de nos professeurs congolais semblent être négligés par nous chercheurs. On croit qu'ils sont moins que ceux que nous avons étudiés avant là. Tout ça, ça fait partie de notre histoire. Donc, nous devons vanter le nôtre. Alors, vous verrez, le gouverneur, au lieu de commencer le projet, par exemple, Kinshasa Zobonga, il se met d'abord à trouver l'argent pour donner à ses députés pour son élection ou sécuriser son élection. Parce qu'à tout moment, il faut changer des pratiques qu'on déplore aujourd'hui. Et ces pratiques-là, la Constitution a donné l'occasion. Parce que la Constitution dit quoi? C'est vous qui êtes directement les élus des élus. Mais ça peut se faire sans corruption. Non, ça peut se faire sans corruption, ça c'est vrai. Mais est-ce que chacun a l'essence de civisme que vous voulez prôner ici? C'est ça le problème. C'est ça le problème. L'individu congolais, l'individu africain, de par sa nature, devant l'argent, par moment tremble. Et il peut facilement oublier ce qu'il est, parce qu'on lui a présenté 100 000, on lui a présenté 200 000. Nous parlons de l'État congolais. Quelques minutes passées, vous aviez parlé du référendum, une voie légale. Mais nous connaissons qu'il y a certains coins en République démocratique du Congo qui ne sont pas sous contrôle de Kinshasa, comme un centre des institutions. N'est-ce pas cela, comme d'aucuns disent, c'est balkanaliser maintenant la RDC, parce que ceux-là n'auront pas accès à l'opportunité de pouvoir se prononcer. C'est pas ça la balkanisation dont nous craignons. Bon, balkanisation, il n'y en aura jamais dans ces pays. Ça, moi, je suis convaincu. Mais quand ils ne donnent pas leur point de vue, et c'est un problème d'ordre politique qui doit se régler sur des différentes tables de négociation. Et vous savez qu'on a eu le processus de Luanda, on a connu pas mal de choses. Et nous sommes allés même en Éthiopie, je crois. C'est au Kenya. Et nous sommes allés même chez les Arabes là. Oui. Il y a eu beaucoup de processus de paix. Et si vous lisez et ça continue. Et si vous lisez bien les signes du temps, vous allez comprendre que cette fois-là, on a quand même évolué. La situation ne s'est pas encore calmée, mais au moins il y a une certaine atténuation. En tout cas, le chef de l'État n'a pas encore totalement éradiqué ces fléaux, mais du moins, il y a quand même des avancées très significatives. Par conséquent, ces troupes-là ont avancé jusqu'à arriver à Uvira. Mais aujourd'hui, la situation, on peut dire que Uvira est sous contrôle et ils sont retournés là où ils étaient. Et nous sommes en train d'aller, dans la mesure du possible, trouver la solution qui sera durable pour ces pays. Nous sommes bénis, nous sommes riches, tout le monde veut mettre la main là-dessus, même quand on veut bien raisonner, quand l'autre vient, il vous dit, papa, ici, c'est vous, alors rien que vous, restez sur vos gardes, gardez vos positions, Kinshasa viendra ici pour s'agenouiller. Ça, le président Tshisekedi ne va pas s'agenouiller. Nous ne voulons pas créer un État sorcier comme l'a toujours décrié le professeur Émile Bongeli, un État où on ne pense qu'au ventre des élites, on ne pense pas au ventre des populations. Donc, ce sont des choses qu'on doit changer dans cette constitution. Oui, parce qu'il y a même un message qui tombe ici, c'est pour M. Urbain Moukaba, depuis la commune d'Ngalema, au quartier Bumba. Il dit, demandez à l'invité quels sont selon lui le point qui bloque le bon fonctionnement de la République démocratique du Congo dans cette constitution. Il y a notamment l'article 51, parce qu'on doit répondre à l'invité, pas parce qu'on doit les satisfaire, mais on doit dire ce que les droits constitutionnels prévoient, les droits constitutionnels congolais. Alors on dit l'État, article 51, l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays, ce qui est normal.
Voilà là où c'est pas normal. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Nous sommes plus de 250 ethnies de par le Congo. Mais chaque ethnie n'est pas minoritaire de par ses origines. On est ethnie tout court. Quelle est cette ethnie qui est minoritaire? Il n'y en a pas. Et si vous allez à l'article, je crois, 219, je vais devoir vous lire l'article. Ce sont des histoires qui bloquent ici, qui ne nous permettent pas de garder cette constitution intacte. On doit nécessairement la modifier. Si notre invité nous suit, il doit rester là pour écouter ce que nous sommes en train de parce que vous dites lui modification, changement, ainsi de voilà. suite. Mais qu'est-ce qui dérange dans cette constitution? Il y a l'article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous voyez, nous sommes États souverains. De par la hiérarchisation, la Constitution au-dessus de toute forme de règles de droit. Parce que dans les accords internationaux, il y a des règles de droit. Dans ce que nous signons comme bailleurs locataires, il y a des règles de droit. Mais si vous voulez hiérarchiser, la loi elle-même, il y a des règles de droit. Les règlements, c'est-à-dire les décisions administratives, il y a des règles de droit. Mais quelle est cette règle principale ou fondamentale qui est au-dessus de toutes règles? C'est la Constitution. Là où on trouve la souveraineté de l'État. Mais on vous dit, dans cette Constitution, à l'article 217, il y a lieu que vous puissiez faire un abandon partiel. C'est-à-dire, votre souveraineté en tant qu'État, vous abandonnez ça partiellement. Pourquoi? Vous devez créer quoi? Conclure des traités ou des accords d'association. La situation Minembwe vous en dit plus. C'est que tous ces pays voisins, 9 pays voisins que Mobutu avait maté à l'époque parce qu'on avait une armée dissuasive qui devait contrôler. Et si vous ne savez pas, Mobutu avait mis beaucoup d'argent pour arriver à sécuriser ces pays. Et c'est ce que Tshisekedi fait aussi. Pour sécuriser ces pays, si vous n'avez pas les moyens, vous n'arriverez pas à faire quelque chose. Maintenant, ces gens-là, quand ils seront en collaboration avec nous sur base d'un accord ou d'un traité, nous, on peut, nous, en tant qu'État congolais, abandonner partiellement notre souveraineté au profit de cet accord d'association. On dit pour promouvoir l'unité africaine. Quelle unité que nous allons promouvoir? Nous sommes État congolais, nous avons notre superficie bien bâtie, on a nos frontières, on a tout ce qui nous appartient. Et nous devons abandonner notre... Quand vous perdez la souveraineté, c'est comme quelqu'un qui reste fini en fait. Devant tout le monde. Le résultat, c'est quoi? C'est la honte. Donc vous ne valez plus rien, vous ne valez plus la peine. Alors nous, on ne peut pas rester ni devant les autres États parce qu'on doit conclure. Donc ce sont des articles qui traduisent... Il y a l'article 220, il y a des articles verrouillés, un mot par rapport à ça. L'article 220 dit ceci. La forme républicaine de l'État, les principes de suffrage universel, la forme de représentativité du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et formellement interdit de toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales. D'où, pour ne pas tomber dans cette histoire, il faut changer. Il faut changer. Qui doit changer? C'est le pouvoir constituant originel. Et on dit c'est interdit. D'ailleurs, c'est verrouillé. Mais quand on va changer, le changement veut dire quoi? C'est-à-dire on fait table rase. Exactement. On produit une autre constitution. Puisqu'on a une constitution qu'on ne veut plus et qu'on veut une nouvelle constitution, on institue ce qu'on appelle le pouvoir constituant originel pour établir. Si on avait envie de réviser, là, on va... Mais pourquoi pas carrément réviser? C'est aussi là où le bas blesse. D'autant plus qu'il y a juste quelques articles relevés. Pourquoi ne pas aller dans une révision de ces quelques articles en lieu et place la révision, je vous ai dit tantôt... C'est balayage. Non, je vous ai dit tantôt, la révision, c'est la correction. Mais l'article 220 verrouille. Donc, interdit. Pour des cas précis que je viens de relever. Et on est censé respecter cette Alors, constitution. pour ne pas tomber dans ces pièges, c'est que nous serons bloqués dans la révision pour toucher à ça.
Mais si on change, il y a lieu de faire passer tout ça et avoir une nouvelle constitution qui sera adaptée à nos réalités socio-politiques. C'est-à-dire notre façon de vivre en tant que société, départ nos origines jusqu'à devenir République démocratique du Congo aujourd'hui sous le président Félix Tshisekedi. Je pense, à mon avis, cette fois-là, nous allons devoir nous retrouver. Le changement n'est pas mauvais en soi. Ce ne sont que les détracteurs de la République. Monsieur Yannick, il y a Jonas Meyalou depuis Kingabwa. Il dit: comment vous mesurez concrètement la volonté populaire dans un débat aussi sensible, puisque vous avez dit tantôt que c'est la volonté populaire de pouvoir toucher à cette constitution. Comment mesurer? Je vous ai dit tendance générale, fréquence. Les gens qui étudient la statistique peuvent quand même me comprendre dans ce que j'ai dit. C'est que dans la tendance générale de l'article que j'ai relevé tout à l'heure ici, qui parle de la révision constitutionnelle, je pense je peux encore revenir là-dessus pour... voilà, c'était l'article 218. Donc, quand vous dites à quelle mesure, à quelle hauteur on place la population, mais il y a le professeur Niemba Souga Jacob, que je salue en passant, qui a un tableau de bord. Et dans ce tableau de bord, il a toujours placé Dieu. Et après Dieu, ce sont les hommes, c'est-à-dire le peuple. Après le peuple, il y a la constitution. Donc, même la constitution que vous voyez ici, la population au-dessus de ça. C'est vrai ça. Ah, parce que, techniquement parlant, qui donne naissance à la constitution, qui donne existence à la constitution, qui donne effet à l'application rigoureuse de la constitution dans un État, mais c'est le peuple à travers les référendums. C'est le peuple qui y va et qui vote oui ou non. Mais il y a une question de la légitimité qui se pose dans le vote du référendum que nous avons fait en 2006. Je me rappelle, j'ai été là, j'avais encore l'âge qu'il faut de la majorité pour devoir, pour devoir voter oui ou non, donner mon avis. Oui. Et les statistiques démontrent qu'à l'issue de cet exercice, 51% de la population qui se sont présentées à cet exercice-là ont dit oui et 49% ont dit non. Regardez les résultats. C'est presque... L'écart est faible. Oui. Alors quand l'écart est faible, ça traduit l'illégitimité. Oh, la vraie légitimité, c'est la population qui en donne. Et oui, mais la majorité a remporté, bien que le carré est faible. Nous le voyons dans les institutions. Les politologues ne réfléchissent pas comme vous. La base ou la source de tout pouvoir doit être légitime, surtout quand il s'agit de l'élection. Il doit être légitime. Voyez-vous encore quelque chose qui doit être modifié dans la Constitution ici? Voyez les pouvoirs qu'on a donnés exorbitants au premier ou à la première ministre. C'est-à-dire la primature a tellement de pouvoir constitutionnellement parlant, plus que les chefs de l'État. Bon, un exercice de réflexion. Je suis élu président de la République. Moi, je vous nomme premier ministre. Entre nous soit dit, qui doit avoir plusieurs pouvoirs sur l'autre? C'est clair, c'est moi. Mais la Constitution ne traduit pas ça en acte, en règle de droit. Mais maintenant, il y a lieu de pouvoir modifier de telles dispositions pour donner à celui qui a mandat électif, c'est-à-dire qui a bénéficié de la légitimité de la population dans son ensemble, avoir le pouvoir, le vrai pouvoir d'exercice, qui rencontre presque le taux de légitimité acquis. Tshisekedi a fait plus de 71, non? Oui, aux élections. Oui. Vous voyez que la légitimité est large. Dans les 73. Alors, mais pour quelqu'un qui Tshisekedi a pris la décision qu'on appelle l'ordonnance, le nommant ou la nommant premier ministre, la personne là qui a été nommée, il a un pouvoir par nomination, c'est-à-dire la volonté d'un individu fait de lui ou fait d'elle ministre, premier ministre. Mais maintenant, la personne là a un pouvoir plus exorbitant que la personne qui a été élue par l'ensemble du peuple. Et ça, c'est dans cette constitution. D'où le changement s'impose. Ce n'est pas un calcul politique, mais c'est une volonté pas un calcul politique populaire qui doit s'imposer. Pourquoi le chef de l'État a dit « Je m'abandonne auprès de mes concitoyens, mes compatriotes, s'ils le pensent et qu'ils le souhaitent, je suis prêt à aller avec eux au troisième
mandat, mais que cela vienne du peuple. La volonté populaire. Madame Micheline depuis Delvaux, elle dit, pensez-vous que les préoccupations sociales de la population, chômage, insécurité, pauvreté ne devraient pas primer sur les débats constitutionnels? Répétez la question. Si vous ne pensez pas que les préoccupations sociales de la population, les chômages, l'insécurité, la pauvreté ne devraient pas primer sur les débats constitutionnels aujourd'hui? C'est madame qui? Micheline depuis Delvaux. Madame Micheline, laissez-moi La sécurité totale depuis Delvaux, elle a laissez-moi totalement vous dire, raison d'envoyer ces laissez-moi messages. vous dire, nous sommes venus parler en tant que chercheurs parce que c'est un fait d'actualité. Mais au-delà de ça, je peux également m'aligner derrière vous, dire que le débat sur les changements de la Constitution ne demeure pas la priorité. Ne demeure pas la priorité, étant donné que les questions que vous avez soulevées, nous sommes en train de les vivre. Moi, je suis à Lipen, à Masikita, des bandits mais armés à 17h ont débarqué. Ils ont pris de l'argent à tous ces changeurs de monnaie, cagoulés, sur moto, la police à côté, ils sont partis. À Capella, Madame Micheline, vous avez suivi. Chez les boxeurs célèbres congolais ici, on a cambriolé la journée. À Lemba, nous vivons cela. Mais je pense que le gouvernement y travaille parce qu'ils sont conscients de certaines faillites du point de vue sécuritaire. Les sociales, vous savez que ça fait 8 ans, jour pour jour, à Kinshasa, pour ne parler que de Kinshasa, on n'a pas de BISA en commun. De la ville, on n'en a pas. Madame Micheline a raison. Donc, les changements de la Constitution, nous sommes venus en parler pour éclairer la lanterne de certains concitoyens congolais qui peut-être sont en perte de visite, parce que la question ici, elle est d'ordre technique et d'ordre métaphysique. Parce que ça part de la conception à la matérialisation. Et la matérialisation, quand on accouche les règles de droit. Mais dans la conception, c'est le pouvoir constituant, soit originaire ou dérivé, qui conçoit quelque chose. C'est une question des gens qui sont initiés, c'est-à-dire des intellectuels. Et nous venons à parler dans cette casquette-là. Mais s'il faut parler du social des Congolais et ne pas l'associer au changement de conditions, je suis parti avec Mme Micheline. Donc, il y a certaines choses qu'on doit revoir si on en tient seulement à la vie de Kinshasa pour ne pas parler de toutes les provinces. Là, on ne doit pas parler par sentiment. Monsieur John Mbia, depuis Lingwala, il dit « Une réforme constitutionnelle peut-elle réellement contribuer à la stabilité politique en RDC ?» Il ajoute « Ne risque-t-on pas d'ouvrir une crise politique en touchant à certains équilibres institutionnels ?» Mais la constitution bien faite, qui rencontre les désidératas de la population, les soucis de l'État, ne peut qu'apporter le développement, d'où la stabilité qu'il part. Ce serait malhonnête si aujourd'hui on change la constitution et que cette constitution est taillée sur mesure pour l'individu qui est au pouvoir, et aujourd'hui on peut parler du président de la République. Beaucoup. Non, les opposants savent manier aussi la population à ces niveaux-là. Ils savent que si nous allons dans les discours de dire qu'il veut changer pour se maintenir au pouvoir, on va nous écouter. Et pourtant, pour le président, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif. S'il faut qu'il s'arrête au deuxième mandat, il va s'arrêter. Il semblerait que vous cherchez même à ajouter le nombre d'années. Au lieu de 5 ans, il faut 7 ans. Et puis voilà, si le président revenait encore, il aura 14 ans de plus. Parce qu'il y a le politicien Kabouya, Augustin, qui disait tantôt que l'ancien président Joseph Kabila a fait 18 ans. Pourquoi l'actuel ferait 10 ans seulement? N'est-ce pas là aussi des signaux forts? Je suis chercheur, je parle comme chercheur. J'ai suivi ce matin l'audio du professeur Kalouba. Il dit les chiffres sont magiques. Ils sont aussi d'ordre spirituel. On ne met pas les chiffres pour mettre 5 ans. Ce n'est pas pour rien les autres mettent 7 ans. C'est pas pour rien les autres mettent 4 ans. C'est très significatif. Il a dit par exemple 4 ans aux États-Unis, ça forme le carré. Ça dit que le carré symbolise la stabilité. Vous voyez? Nous, on a pris 5 ans. Maintenant, la difficulté que nous avons, c'est quoi? Si vous lisez cette constitution, pour arriver à mettre en place un gouvernement, vous et moi, nous sommes ici au Congo. Vous savez le temps que cela a pris pour que Tshisekedi puisse avoir le gouvernement Ilunga-Lunkam. On parle de négociation à négociation, tractation. Surtout que lui, c'était un pouvoir acquis dans une circonstance très exceptionnelle, où les deux présidents sont vivants
et le précédent a cédé pacifiquement les pouvoirs à l'entrant. C'est-à-dire, le sortant donne à l'entrant les pouvoirs de manière pacifique et les armes n'ont pas été utilisées. Voyez? Voilà. Et quand il arrive, tout le monde a tenu le discours comme quoi c'est notre pouvoir, nous l'avons cédé. Il doit travailler sur base de ce que nous nous sommes dit. Et on a même dit qu'il y a un deal, il y a eu un contrat politique, il y a eu des... On n'a jamais... on n'a jamais brandi, même Nanga qui a toujours dit que je suis prêt à les brandir, il ne l'a jamais fait. Et Kabila, dans ce qu'il a relevé comme 12 piliers, je crois récemment ici, il a dit que cet accord-là existe. Et nous avons dit si ça existe, brandissez-nous parce que nous on a copie. Oui, c'est l'unique qui a la copie. Exact. Vous avez suivi. Donc c'est pour vous dire que dans cette constitution, les manœuvres là, les négociations, la tractation là, alourdissent tellement la procédure et ça nous prend du temps. On peut consommer une année et après on a un gouvernement. Maintenant, le gouvernement qui arrive, tous ces gens-là qu'on a envoyés, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont rejoint le gouvernement qui ont été des amateurs de par leur formation? Surtout sur le gouvernement Ilunga Kamba. Je me rappelle celui qui était aux hydrocarbures, je ne préfère ne pas citer ce nom, il se reconnaît là où il est. Un monsieur de PPRD qui est arrivé au pouvoir, il a fait ce qu'il pouvait faire. En tant que vice-ministre, il n'avait pas une assise adéquate, mais la politique n'obéissant pas à cette règle prestigieuse du choix judiciaire des acteurs, a donné mandat à celui-là parce qu'il avait milité au sein du parti. Il a lié qu'on puisse encore lui donner la chance. Mais amateur de nature, il arrive, il n'a pas donné les... Alors tous ces gens-là, quand ils arrivent, ils sont amateurs, ils doivent apprendre comment on gère avec les règles de l'art. Ça prend encore du temps. Et on arrive à 2 ans, on commence à comprendre, quand on veut écrire cette lettre, on doit mettre la copie pour information comme ça, on doit destiner à ceci, à l'accusé de réception, ça part comme ça, on traite comme ça, et les dossiers, on classe comme ça. Donc il apprend tout en étant ministre. Ça, on n'en parle pas. D'où il y a lieu de modifier, il y a lieu de changer. Pourquoi on doit changer? Pour bannir. Il y a possibilité qu'on puisse avoir un gouvernement. Il y a un premier ministre, il y a un président de la République avec ses pouvoirs liés à sa légitimité. Il y a également possibilité de ne plus avoir le Sénat. Parce que la seconde lecture, là, sert à quoi? Quand quelque chose a été déjà fait à l'Assemblée nationale, nous, le peuple, ayant désigné les députés nationaux, on les a mandatés. Nous, on ne désigne pas les sénateurs. On a besoin d'un pouvoir légitimement, c'est-à-dire qui vient de la base, et non d'un pouvoir indirect au nom du suffrage, c'est-à-dire les députés provinciaux, vous votez, vous les avez donné l'argent, ils perdent en termes de choix judiciaires, ils mettent avant l'argent pour vous désigner. Et vous devenez sénateur, vous faites une seconde lecture de ceux qui ont reçu un pouvoir légitimement. Vous comprenez? Donc, il y a lieu que l'Assemblée nationale termine le tout à son niveau et cette histoire passe au niveau de la Cour des constitutionnels pour le contrôle de la constitutionnalité et ça vient au journal officiel pour la publication et le chef de l'État promulgue. Monsieur Ilunga, ce sont des choses à exprimer. Depuis quelque part, il se demande, est-ce que la communauté internationale a-t-elle un mot à dire sur les réformes constitutionnelles en Afrique, particulièrement en RDC? Je pense que le président avait dit quelque chose lors de sa conférence pour dire que, au regard des accords signés avec les États-Unis, il y a quelques exigences qui imposent à ce que nous puissions toucher à la Constitution pour son application. Est-ce que cette communauté internationale a un mot à dire par rapport à ce qui nous concerne dans les cas d'espèce? Je pense que vous avez suivi le pasteur Godin Poyi. Lui, il a parlé de la donne économique. C'est-à-dire, les États-Unis qui arrivent avec cet accord de Washington, lui, il a bien expliqué l'économie, mais je cherche un peu à donner l'idée de ce qu'il a développé. Donc, pour avoir la facilité dans les échanges, il faudrait des lois adaptées, notamment la Constitution doit être revue. Il a donné pas mal des articles. Il est allé même à relever des anecdotes au niveau de la Bible pour démontrer combien c'est important. Mais maintenant, moi, je suis focus sur le fait que la communauté internationale doit devoir s'immiscer dans la réforme constitutionnelle. Je dis non. C'est là où j'ai dit qu'on doit changer l'article 217
où on dit qu'il faut des accords ou traités d'association où nous devons perdre partiellement notre souveraineté. C'est là où je dis l'État sorcier, comme le dit Bongé. Là, l'État est devenu sorcier lui-même. Il vient ensorceler sa population. Quand il faut abandonner partiellement son pouvoir, c'est comme un papa dans la maison qui trouve sa femme avec un autre homme qui n'est pas son homme en réalité, mais celui-là s'est dit, chaque jour, moi je viendrai et je vais vous déposer l'argent, madame, vous préparez pour les enfants et puis votre mari. Mais le monsieur-là n'est pas le mari de votre femme. Qu'est-ce que le mari va devoir insinuer? Il va comprendre, mais il y a un ça ne va pas. Je deviens qui? Voilà. Oui, je deviens je dois agir. Je dois agir. Alors pour ne pas arriver à cette situation-là où le mari devient inerte, amorphe, moribond, face au dire de ce monsieur, il y a lieu de passer à la responsabilité. Nous avons dit l'État doit passer à l'étape de la responsabilité, prendre des choses en main. Ne pas toujours compter sur les autres. Ce paradigme-là de toujours plairer, de toujours recourir à la main extérieure et révolu. Le Congo a tout. Nous avons tous les atouts nécessaires pour développer Monsieur notre Bruno Mbaou depuis Gombe, il dit ceux qui défendent la réforme aujourd'hui n'étaient-ils pas opposés aux mêmes idées hier? Pourquoi certains acteurs politiques changent-ils souvent de position lorsqu'ils accèdent au pouvoir? Bon, pour l'IDPS, au moins c'est connu. Ils avaient déjà promis que le jour où ils auront le pouvoir, ils vont devoir changer cette constitution. Ben, ils n'étaient pas pour. Non, déjà il était pour le changement dès le départ. Ok. Ouais, ils n'avaient pas approuvé cette constitution en fait. Ils n'avaient pas approuvé. Oui. Mais politiquement, on doit faire avec pour adhérer dans les systèmes politiques. Vous voyez, le fait qu'on soit du système, on a la possibilité maintenant de procéder à la modification. Imaginons que c'était Kabila qui était jusqu'aujourd'hui au pouvoir comme président de la République. Par quel mécanisme Tshisekedi opposant va devoir changer cette constitution? Vous voyez que ça serait impossible. Parce que celui qui détient le pouvoir réel, c'est celui-là. Celui qui veut la modification, c'est celui-ci. Mais entre les deux, il y a un écart en termes de prise de pouvoir ou de prise de décision. Donc, étant du pouvoir maintenant, étant de la majorité maintenant, étant président de la République maintenant, l'initiative ne vient pas de lui, mais il partage concurremment cette matière de la révision et l'article, je viens de vous le dire ici. Il n'y a pas seulement le président de la République qui participe dans la révision constitutionnelle en convoquant le référendum, il y a notamment les deux chambres, il y a notamment la population à travers la pétition. Donc, il y a lieu de croire et de comprendre. Le mal, c'est que les gens ne lisent pas. On a besoin de la Constitution que quand il y a un débat sur ça. Mais se mettre à la maison, lire la Constitution comme on lit la Bible, les gens préfèrent la Bible à lire place de la Constitution. Je vous conseille, chers téléspectateurs, à lire cette constitution, à les méditer. Là où vous avez comme disait quelqu'un, il y a ceux qui sont pour le changement sans pour autant connaître les biens-fondés ou les contenus de cette constitution. Les pasteurs, nous prenons ces messages de M. Fiston Mayala depuis Barumbu. Il dit, est-ce que les RDC souffrait-elle réellement d'un problème constitutionnel ou plutôt d'un problème de gouvernance et de respect de texte? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Est-ce que vous savez qu'il y a des gouvernants qui ne méritent pas de l'être? On ne cite pas les noms ici. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement qui ne méritent pas. Mais la politique étant devenue une voie d'entrée facile, n'est-ce pas, à la prise de décision, ils sont bénéficiaires. Oui, j'ai milité, j'ai fait ceci, j'ai été avec lui telle place. Voilà, il est temps, moi aussi, je dois avoir ma part. Ils se retrouvent là-bas, mais en réalité, ils ne sont pas compétents. Vous voyez, ça c'est le problème de gouvernance. Le problème de gouvernance est lié aux hommes. La qualité d'hommes que nous produisons quand il s'agit de monter l'architecture gouvernementale. Qui sont censés faire quoi? On retrouverait un mécanicien dans un domaine qui n'est pas le sien. On retrouverait un médecin dans un domaine qui n'est pas le sien. Donc on fait du mélo-mélo parce que les recommandations viennent des familles politiques. D'où la notion de la particratie qu'a toujours relevé les professeurs Edi Yenikoumou, le directeur des cabinets de Madame. Nous sommes en train de chuter, M. Yannick, mais est-ce que cette population est préparée pour le référendum dont nous faisons allusion? Elle est vraiment sensibilisée selon vous? Non, si on commence à sensibiliser, c'est que nous sommes... Elle comprend même les alentours de la question. Mais c'est pourquoi vous m'avez invité. Je pense avoir dit aux gens qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ou écouter.
ce que je fais, c'est de la sensibilisation déjà. Donc moi aussi, je fais ma part en tant que citoyen congolais. Oui. J'ai étudié, j'ai quand même une capacité cognitive qui n'est pas une capacité dépassant toutes les capacités, au moins acceptable à mon niveau, pour faire comprendre à cette maman-là qui est à la maison. C'est comme ça que les choses se passent. Moi, ce qu'il a dit là, c'est intéressant. Oui, il y a lieu d'échanger. Parce qu'il m'a suivi. Donc je sensibilise. Ce n'est pas au chef de l'État d'aller sensibiliser. C'est aux citoyens qui comprennent comme nous de les faire. Parce que nous sommes, nous aussi, population. Donc nous sensibilisons nos gens qui sont comme nous. Comme ça, ensemble, quand on va comprendre, on pourra au moment opportun, si on trouve qu'il y a nécessité, on réunit les 100 000 signatures. Avant de prendre votre dernier mot pour conclure, je dirais, qu'est-ce que vous préconisez dans cette démarche pour que tout se passe dans les calmes, pour qu'il n'y ait pas de tensions à travers la République démocratique du Congo? Quelle est la formule magique que vous pouvez proposer aujourd'hui à ceux qui sont à l'opposition, à ceux qui sont à la majorité, pour que les choses se fassent telles que souhaitées par la population qui souffre au jour le jour, hein? L'État congolais, de par ses animateurs, à commencer par le président de la République, est conscient du mal profond qu'il y a eu avant, que les gouvernements en place cherchent d'éradiquer. Et ce gouvernement est également conscient de comment la population souffre. Et problème de la régie des eaux, n'en parlons pas, et de la SNEL, n'en parlons pas, les routes. Oui, à Kinshasa, on est en train d'asphalter quelques routes et puis chercher à réparer quelques trous qui posent problème et qui sont à la base des embouteillages. Et il y a beaucoup de problèmes sociaux de base. Mais maintenant, ici, c'est un message d'interpellation à tous les décideurs, pas seulement de la ville de Kinshasa, mais du Congo dans l'ensemble, à pouvoir prendre à bras le corps le problème de la population, les desiderata là, les aspirations de la population, et de les traduire en actes, c'est-à-dire arriver à trouver la solution. Moi, pour le moment, je suis en train de marteler sur deux choses, la sécurité et la salubrité. C'est déjà quelque chose qui pose problème, ou des choses qui posent problème, on doit revoir. Et dans les vécus quotidiens de la population, arriver quand même à permettre à la population, quand quelqu'un a $10, il peut se nourrir avec 2 jours, 3 jours. Que ces gens-là raisonnent avec des formules magiques. Nous avons aujourd'hui les VPM du budget, un chevronné, on a Mukoko Samba, un chevronné, on a celui des finances du Dofamba, un chevronné. C'est-à-dire dans cette architecture-là, tous ces gens-là de Troïka, je ne sais pas moi, stratégique et quoi, ils doivent penser pour amener le bonheur que la population a tant souhaité. Il est temps. Vous voulez assez que la population vous accompagne au 3e mandat, mais pensez-y. Pensez à cette population-là. Parce que ça ne viendra pas du ciel, cette formule magique. Ça viendra de la même population. Si les actes posés sont légitimes et que la population, à travers vos actes posés, se retrouve réellement, dites-moi, qu'est-ce qui va empêcher à ce que cette population vous accorde cette possibilité, à travers les référendums, à pouvoir changer ou modifier la Constitution? Ça serait fait, mais que chacun, à son niveau, gouvernant et gouverné, prenne conscience de notre destinée, mais principalement ceux qui nous gouvernent. À chaque niveau de pouvoir, vous devez vous mettre en tête qu'est-ce que je suis appelé à faire pour aider cette population à se retrouver dans ce que je fais. Chef des riz, chef des localités, chef des quartiers, bourgmestre, ministre provincial, député provincial, président de l'Assemblée provinciale, gouverneur, ministres provinciaux, ministres nationaux. On monte jusqu'au niveau du sommet des chefs de l'État. Chacun là où là, une portion là, à traduire en moté, na misolo pour qu'il y a bénéficié, comme dit le prof Aoundou, Guy Aoundou, étant au monopole éclaté, que le professeur Alido Chibandambombo veut traduire à une autre force coercitive métaphysique qui doit venir éradiquer le mental de la population. Parce que tout à l'heure vous avez dit, il y a des gens qui ne pensent qu'à l'argent et qui ne pensent pas à la population. Donc pour lui, quand il y a une infraction, même si c'est une infraction à négliger, une contravention, quelque chose à négliger, mais ils s'y mettent comme si il faudrait à tout prix prendre l'argent de ces motards. J'en ai vécu quand je venais de Delvaux là.
un motard au sol, moto par-dessus, il a dit Borobomanga Lelo. Donc, vous comprenez, c'est que la façon dont on l'a interpellé, c'était compliqué. L'État doit installer l'ordre public, ça c'est vrai. La sécurité, on en a besoin. La salubrité, on en a besoin. La quiétude ou la tranquillité, on en a besoin. Mais tout ça doit passer par la police administrative à travers ce que nous appelons la prévention. Savoir prévenir la population que ça on fait, ça on ne fait pas. La sensibilisation, la vulgarisation. Et dans cette logique, vous allez placer un mot à la population pour finir. Oui. Comment cette population doit maintenant se comporter en écoutant tout ce qui s'est dit de part et d'autre au sujet de ces changements ou modifications de la Constitution. La population doit continuer. Ce sera votre dernier mot. Oui, pour dire un dernier mot, je salue d'abord tous mes amis zapatistes, là où ils sont en train de me suivre. Et je salue Glace Mobuta, là où elle me suit aussi. Et il fait partie aussi de la population. Et je salue mon ami qui vient récemment de la Belgique, Kanko Boaboa, le prince. Et ils sont tous de la population. On en a réfléchi tant quand nous étions en aparté là. C'est que nous sommes en train d'observer comment les choses sont en train de se diriger. Et au moment opportun, en tant que population, nous allons devoir nous décider. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci à notre invité, monsieur Yannick Nseki, qui est chercheur congolais. Avec lui, nous avions tablé sur une question d'actualité relative à la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo, volonté populaire ou calcul politique. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis un peu de partout. Nous avions enregistré beaucoup de messages qui sont tombés un peu de partout. Monsieur Iribert Moukaba, Madame Micheline depuis Barumbu, Monsieur John Mbia, un peu vous tous là. Nous vous disons encore une fois merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Retrouvez-nous encore demain pour la rediffusion de cette émission, vendredi à 15h30 sur Centrale Télévision. Et vous pouvez également la rediffuser à travers nos différentes plateformes numériques. Alors avec plaisir, nous vous retrouvons déjà très prochainement. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour ces nouveaux numéros. On se retrouve très prochainement avec le plaisir. Merci beaucoup.